J'avais tous vraiment une mine dépitée et au moment, en fait, je suis rentré de l'entraînement de basket, je vois mes 2 grands frères, ils étaient sur le point de rentrer. Donc je leur ai dit bonjour et cetera et après ils sont partis et ma mère, elle m'a fait carrément m'asseoir alors que normalement, quand je rentre du basket, tellement que voilà, je transpire et cetera, elle me dit: «Avant de manger, va prendre une bonne douche et cetera». Et là, même pas. Elle m'a dit: «Ouais, Terence, assieds-toi». À mes parcours, bah, là, je dirais qu'aujourd'hui, j'ai 29 ans. J'ai sorti en tout 4 livres, deux recueils de poésie qui sont pour, les femmes du monde entier, surtout, pour les femmes qui se battent contre le cancer du sein. Et je me suis dit: «Ouais, là, Terence, tu es sur la bonne voie, mais tu dois faire encore quelque chose de plus grand». Donc je me suis dit: «Terence, tu vas faire une marche. Tu vas faire une marche, tu vas aller jusqu'à Perpignan». Pourquoi Perpignan? C'est là où j'ai passé mes plus belles vacances de famille. Bienvenue sur Ami Parcours, le podcast. Je m'appelle Yannick et j'ai le plaisir de t'accueillir sur cette plateforme qui a pour but de mettre en lumière et valoriser des parcours de vie. Curieux de nature, ouvert aux rencontres et à l'échange avec mon prochain, j'ai décidé de créer ce programme afin de partager avec toi qui m'écoutes ces conversations enrichissantes, inspirantes et tellement pleines de vie. Un nouvel épisode sera publié un vendredi sur 2. Et pendant les prochaines minutes, mon invité et moi-même allons analyser son parcours personnel, professionnel ou entrepreneurial pour te donner des clés pour réussir, toi aussi, ta vie, quel que soit le domaine. Alors, sans plus tarder, découvrons tout de suite cet échange et surtout, bonne écoute! Salut Terence, comment vas-tu? Oh, bien et toi? Ça va très bien, merci. Donc, la question que j'aime poser pour débuter cet épisode, et pour débuter le podcast, c'est si tu dois résumer ton parcours de vie en 3 mots, quels sont les 3 mots que tu choisirais? Mouvementé, Mhm. persévérant, D'accord. authentique. Mouvementé, Ouais, persévérant, authentique. c'est ça. Pourquoi mouvementé? Mouvementé dans le sens que, j'ai pas eu un parcours, on va dire, atypique au niveau des études, Oui, au niveau même du niveau choix de carrière et aussi par rapport, à des événements, de ma vie personnelle. d'accord. Et tu as dit persévérant ensuite. Pourquoi persévérant? Persévérant, pourquoi? Parce que malgré, certains événements de ma vie personnelle ou de ma vie professionnelle, j'ai toujours cru, en mes rêves et je me suis toujours dit: «Je dois faire quelque chose, je vais vraiment tout faire pour, accomplir, mes rêves, même si ça va prendre du temps». Super. Et Terence rime avec persévérance, donc je me suis dit: «Voilà, Ah, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup ça. Et pourquoi le dernier mot, tu as choisi, heu, authentique». authentique, effectivement. Pourquoi authentique? Toutes les personnes, on va dire, qui m'entourent, ils m'ont toujours dit: «Je suis quelqu'un vraiment qui apporte beaucoup de lumière, qui a vraiment une personnalité atypique et vraiment authentique, qui reste vraiment le même, que ce soit en message ou vraiment que ça soit en vrai». Super. J'aime beaucoup ça parce que j'aime beaucoup ta réponse parce que il y a il y a l'autoréflexion, mais il y a là aussi la réflexion de l'autre, tu vois? Sur comment on te perçoit aussi. J'aime beaucoup cette réponse. Donc, qui es-tu? Et non pas quelles sont tes activités? Alors qui je suis? Je suis, on va dire, un jeune adulte qui habite en région parisienne, qui s'appelle Terence. Je viens d'avoir 29 ans, récemment. Je suis quelqu'un d'assez, énigmatique et aussi très polyvalent, qui ne veut pas s'arrêter à une seule chose, qui touche à beaucoup de choses aujourd'hui puisque notamment je suis arbitre de basket et de foot et quand je dis, on va dire, mes activités à des personnes, ils sont assez assez surpris dans le sens que c'est rare qu'une personne fasse 2 activités, vraiment, même si c'est dans le sport, parce que normalement un arbitre de basket fait que du basket. Alors que là, moi, je touche à 2 sports et quand je leur dis aussi que je suis aussi écrivain, ils sont beaucoup plus surpris en disant: «Mais Terence,
tu as beaucoup de vie, mais qui es-tu vraiment? Ah, ah, ah. Tout simplement, bah, que je suis une jeune personne aujourd'hui qui croit toujours en ses rêves d'être un écrivain accompli qui veut vraiment inspirer non seulement sa génération, mais aussi les générations qui vont suivre derrière et aussi, bah, poursuivre vraiment, certains rêves et vraiment pour donner de l'amour à son prochain. Mais c'est franchement top. Et pourquoi, du coup, et pas pourquoi, donc tu en as parlé un peu, mais du tout, quelles sont tes activités? Alors aujourd'hui, je suis arbitre de basket et de foot, je suis aussi écrivain et je suis aussi dans le domaine bancaire. Là, j'avais repris, voilà, les études dans le domaine bancaire. J'avais arrêté les études pendant à peu près 3 ans pour vraiment me focaliser sur le travail et sur mon activité d'écrivain, mais je me suis dit que j'aimerais aussi reprendre les études parce que malgré la crise du Covid qui a vraiment touché beaucoup de personnes, ça a vraiment mis, je pense, beaucoup de personnes, soit de côté ou vraiment en se disant: «Ah là, il y a la crise du Covid, c'est mieux qu'une personne ne travaille». Moi, c'est ce que j'ai fait dans le sens que à un moment, pendant la crise du Covid, j'étais en première année de BTS édition, ça se passait très, très bien. J'étais en alternance. Ensuite, pour la seconde année, je devais continuer et comme c'était en pleine période Covid, j'ai pas pu en fait continuer. Pourquoi? Parce que, bah, mon employeur ne pouvait pas me garder à cause de la crise du Covid et c'était ensuite compliqué de chercher un autre employeur, surtout dans les maisons d'édition. Donc je me suis dit: «Bon, là, ça va être assez compliqué. Malheureusement, je vais pas pouvoir poursuivre, ma seconde année pour après obtenir mon diplôme. Le mieux, c'est qu'on mette les études de côté et qu'on travaille et que ensuite, si voilà, je veux reprendre mes études, soit dans le domaine littéraire, donc en maison d'édition, ou sinon dans un autre domaine que j'avais mis, aussi de côté. Ok. Donc tu travaillais dans une des maisons d'édition si j'ai bien compris, et quel était ton rôle dans cette maison d'édition? Et j'étais amené à analyser, les manuscrits, vraiment à les lire, vraiment à trouver les pépites, aussi à être en relation avec les auteurs pour vraiment les aider à vraiment puissent creuser en profondeur dans leur écrit et à vraiment sortir le meilleur de d'eux-mêmes. Super, super, super. Et Mmh. tu étais resté combien de temps dans cette maison d'édition? 1 an. Ok, top. Donc, du coup, en même temps, ça fait le lien avec, comme tu disais que tu es écrivain, ça fait le lien aussi avec toi, de cet univers dans lequel tu baignes, de Tout à l'écriture. fait. Ok. Oui. Et du coup, parlons un peu de ton enfance. Mmh. Où est-ce que tu es né? Je suis né en France à Courbevoie dans le 92. D'accord. Mmh. Dans une fratrie de combien de personnes? J'ai 4 frères, 2 grands frères et 2 petits frères, donc je suis pile au milieu. On n'est que des garçons. Ouais, que nos parcours nous ont, à un moment donné, que nous ont permis que j'ai cru que j'ai rencontré quasiment tous tes frères. Peut-être pas Oui. le plus grand, je suis pas sûr. Le plus grand, je pense pas, ouais. Le grand, peut-être que je l'ai aperçu, mais Ouais, peut-être. du coup, ouais, je connais au moins trois de tes frères. C'est ça, ok. Et donc, quelles étaient les activités, comment tu décrirais le cadre familial dans lequel tu es né? Tes parents? Alors, je dirais que j'ai baigné dans un cadre d'amour fraternel, dans le sens que nous sommes vraiment liés, dans le sens que quand, voilà, j'étais petit, j'étais vraiment pile au milieu. Donc j'avais une certaine position où déjà mon père et ma mère me donnaient vraiment beaucoup d'amour et c'était plus après mon père, il n'était pas strict au niveau des études, mais je dirais que je sais que depuis que je suis petit, je suis quelqu'un qui est bon élève, dans le sens que si je veux avoir de bonnes notes, je vais tout faire pour avoir des bonnes notes et quand voilà, je vais ramener mes notes, mes parents, ils étaient contents et je pense que c'est à partir peut-être de la troisième quand voilà, j'ai eu mon brevet et que par exemple, je voulais aller, en section en général, voilà, mes parents, surtout mon père m'a dit: «Malgré tes super notes, c'est mieux que tu te diriges dans cette filière-là qui était, la logistique et transport». Alors que déjà que, c'est pas que j'étais chouchouté, mais je dirais que ma position d'être le troisième, c'est pas que je faisais tout à la maison, mais tout ce qui est démarches administratives, voire autres, tout me retombait dessus dans le sens que quand il y avait une démarche administrative, malgré que voilà, il y avait mes 2 grands frères, tout voilà retombait sur moi. Moi, ça me dérangeait pas, mais après il y avait une autre charge qui était de: «Là voilà, je viens d'avoir mon brevet, je veux, faire des études littéraires» et mon père m'a tout de suite entre guillemets mis un top en me disant:
il y a pas trop de travail dans ce domaine-là, ça marche plus par piston. C'est mieux que je te rende vers un domaine qui est la logistique ou le transport, qui est un métier d'avenir où il y a vraiment du travail. J'avais pas le choix, donc voilà, il m'a inscrit directement. Donc ma mère aussi, elle avait son mot à dire. Donc j'ai fait après voilà des études dans le domaine de la logistique et le transport pendant 3 ans. J'ai eu le bac pro logistique et transport avec une mention. Donc je me suis dit voilà, comme je suis un bon élève, voilà, je vais apprendre un métier où je sais que même si c'est un métier d'avenir, c'est pas que c'est pas fait pour moi, mais je me voyais pas sur le long terme. Donc moi je me suis dit Terence, écoute, ok, tu vas pas rentrer en conflit avec tes parents. Tu vas faire ce qu'ils vont te dire. Donc, j'ai fait mes 3 ans tranquillement. J'ai eu plusieurs stages qui se sont très bien passés. J'ai eu mon bac pro, voilà, avec mention. Et je me suis dit, voilà, j'ai mon bac. Maintenant, est-ce que j'avais après, je pense, 17 ou 18 ans. Et je me suis dit, bon, là, voilà, je vais faire, voilà, ce que je souhaite. Et j'ai bifurqué vers un autre domaine qui était mon domaine de prédilection, vers une licence professionnelle. Et pas une licence professionnelle, excuse-moi, vers une licence moderne à l'université. Donc, c'était vraiment tout ce qui est littérature compliquée, appliquée, tout ce qui est langue. Et c'était vraiment un domaine vraiment, moi, qui me touchait particulièrement depuis que je suis tout petit. C'est pas toute ma famille qui a dit, Terence, ok, tu as eu ton bac, mais là, le domaine que tu prends, c'est un domaine assez compliqué. Donc, il y a pas, il y a des débouchés, mais il faudra vraiment te battre. Donc, moi, je savais qu'il y avait des débouchés et que ça allait être compliqué. Mais je me suis dit, je suis quelqu'un de persévérant qui va vraiment se donner les moyens pour y parvenir. Et après, voilà, il y avait mon grand frère qui était, voilà, à la fac, qui m'a dit que ouais, la fac, c'est compliqué et tout ça. Donc, moi, je me suis dit, bon, bah, je vais tester. Et suite à ça, bah, j'ai fait 2 ans de licence de lettres, mais j'ai vu que je m'ennuyais un peu à la fac. Donc, je voulais lier la théorie à la pratique. Et c'est là que j'ai trouvé de l'alternance dans le domaine littéraire avec un CAP littéraire, avec un CAP librairie, papeterie, presse que j'ai fait en alternance, que je pouvais faire en 2 ans. Alors en fait, normalement, je devais faire un BTS librairie, mais où j'ai fait mon alternance, en fait, j'avais tellement un bon profil pour l'employeur qui s'est dit qu'il ne peut pas me laisser. Donc il m'a dit, écoute, j'aime tellement ton profil que je ne peux pas te laisser, donc te propose quelque chose. Je te propose de faire un CAP librairie en 1 an au lieu de 2 ans, comme tu as déjà le bac. Comme ça, tu fais le CAP en 1 an et après tu enchaînes directement avec un BTS librairie. Pourquoi? Parce que là, malgré que j'aime beaucoup ton profil, il y a une personne qui a un peu plus d'expérience dans le domaine de littéraire que je vais prendre, mais je veux vous garder tous les deux. Donc je dis oui, pourquoi pas, et ça s'est fait comme ça au fur et à mesure. Et à ce moment-là de cette période, si je me rappelle bien, mon père il avait fait un voyage d'affaires en Afrique, donc on va dire à la maison, il y avait que mes 2 petits frères et moi. Mais moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, quand j'ai fait le CAP en alternance, mon employeur m'avait trouvé un logement dans la même ville. C'était vraiment derrière Versailles, dans le 78. Donc, ce qui a amené que, pour la première fois, j'ai déménagé pour habiter tout seul. Donc, j'avais vraiment un grand studio et j'habitais dans la même ville où il y avait la librairie. Donc, c'était déjà à la fois un gros avantage pour moi, mais aussi un inconvénient dans le sens que je laissais ma mère et mes 2 petits frères. Sachant qu'après, moi, de ce côté-là, il y avait mes 2 grands frères qui avaient déjà quitté, la maison, qui avaient déjà leur appartement, dont un qui allait être papa. Bah, moi, c'était ça, c'est pas que la famille s'est pas déchirée. Malgré l'absence de notre frère pendant 3 ans, on était quand même soudés avec ma mère et mes frères. Et ensuite, je pense qu'il y a eu le premier gros événement, je pense, de ma vie qui m'a un peu chamboulé, c'est que ma mère, voilà, elle est tombée malade d'un cancer du sein. Donc, pendant que voilà, mon père, il était en voyage d'affaires au Congo, ma mère est tombée gravement malade. Et moi, voilà, j'ai dû arrêter le CAP pour revenir à la maison pour pouvoir m'occuper non seulement d'elle et aussi de mes petits frères. Ok, Donc, ok, ouais. ok. J'ai t'écouté vraiment vraiment avec une attention très particulière. Pour ne pas couper vraiment comment tu parlais.
avec toutes les choses que tu as dit, donc ça suscite en moi des Mmh. questions. Le CAP en question que tu as fait, que est-ce que c'est pas non, ça n'a rien à voir avec la maison d'édition pour Oui, ça laquelle a tu as rien à travaillé? voir, ouais, Non, c'est OK, ça. OK, Ouais. c'est autre chose. OK. Mmh. Donc comment s'est passée cette expérience dans le CAP et en alternance avant que tu arrêtes quand même? Ça s'est très bien passé. Alors au début, ça s'est très bien passé. Voilà, j'étais dans une, librairie vraiment, d'une petite ville, si je peux me permettre, et ça s'est vraiment très bien passé. Déjà pourquoi? Parce que j'avais trouvé un excellent employeur qui m'a pris, qui m'a trouvé, un logement même pas à 15 minutes de la librairie. Franchement, tout s'est passé vraiment très, très bien, et au fil, des mois, je pense qu'il y a eu un déclic à un moment. Je sais pas, au bout d'un moment, mon employeur, il a commencé, voilà, à être désagréable envers moi, et à susciter presque des remarques, je dirais presque racistes envers moi, vraiment, d'un coup. Et j'ai pas compris, le pourquoi du comment, et j'en avais parlé, voilà, à l'école, mais ils m'ont dit de pas faire attention, et ensuite ils ont pris le parti carrément, de la librairie, et que malgré que moi je reste, je me suis dit, ça va être compliqué de rester dans un climat comme ça. Alors qu'au début, tout se passait vraiment très, très bien. Je faisais vraiment l'émission bien comme il faut. Elle m'a vraiment pris sous son aile, elle m'a vraiment rapidement fait confiance, elle m'a carrément rapidement donné les clés de la librairie pour la fermer, pour l'ouvrir, et cetera, puisque le matin, je devais venir tôt vers les 7 heures pour ouvrir. Franchement, moi, je suis quelqu'un d'autonome, donc j'apprends vite, et je pense que c'est au bout, par exemple, du 4e, voire 5e mois, voire 6e mois, où elle a vraiment changé comme ça, et je me suis dit: «Mais pourquoi il y a eu ce déclic?» Sachant que dans la librairie, il y avait l'employeur, il y avait, une employée, et il y avait, une autre personne, bah, qui était en BTS, qui était dans la même école que moi, et il y avait moi. Donc déjà, j'étais le seul homme, et malgré que cette autre personne voit les remarques qu'il y a eu, elle ne disait rien. Donc moi, ça m'a mis déjà un léger froid, et mon travail, c'est pas mon état à empiéter sur mon travail, c'est juste que je travaillais presque comme un robot, je faisais pas attention à certaines remarques, mais plus je faisais pas attention, plus ça empirait les remarques. Et au bout d'un moment, bah, j'ai dû en parler avec l'employeur, et ça a empiré dans le sens que, elle a dit que si, voilà, je colportais, ce genre, de choses à mon école, elle allait carrément me renvoyer. Donc moi, j'ai pas fait attention à cette remarque. J'en avais déjà parlé à l'école, mais ils ont pris une partie de mon employeur, et suite à ça, il y a eu, voilà, j'ai appris que ma mère était malade, donc j'ai, arrêté tout court, OK. le CAP. Et qu'est-ce qui s'est passé selon toi? Comment tu expliques ce changement de comportement? Très bonne question. Franchement, ça s'est fait comme ça du jour au lendemain. J'ai pas trop compris pourquoi. Après, je dirais que j'étais dans une librairie, déjà dans la ville où j'étais, désolé du terme, il y avait très, très peu de noirs. Vraiment, il y avait très, très peu de noirs. Quand, voilà, ils voyaient, voilà, un noir, soit ça sortait les gros yeux, ou sinon ça se retournait. Et bon, moi, on était à côté d'un lycée, et moi je voyais, bah, déjà quelques adolescents, bah, il y avait des jeunes, voilà, qui étaient noirs, mais il y avait pas le même rapport. Sachant que quand il y avait des jeunes, bah, je voyais que tout le monde s'entendait bien, alors que si c'était moi ou une autre personne de couleur, voilà, qui se promenait dans la rue, ça se retournait, ou sinon ça sortait les gros yeux. Et que même quand j'étais dans la librairie, déjà, mon employeur, c'était une blanche, et mes 2 autres collègues aussi. Et moi, j'étais le seul noir. Et je pense déjà toute la clientèle qu'on avait, je pense, allez, 90%, c'était que des personnes blanches, et les 10%, je pense que voilà, il y avait un peu de tout, quoi. Et Un quand peu de voilà, tout. ouais. Et quand moi j'ouvrais la librairie, on faisait de la presse. Donc, moi j'ouvrais le matin, et c'était moi le premier visage que les gens voyaient. Au début, ils étaient un peu étonnés, parce qu'ils disent: «Oh, c'est qui lui, un noir comme ça qui est là?» Bon, mon employeur a dit: «Voilà, c'est quelqu'un que j'ai employé, et cetera, qui est en alternance». Au début, c'était un peu compliqué, mais après, de petit à petit, ça s'est fait. Ils ont eu un regard différent avec moi. J'ai j'ai tellement été serviable et aimable avec eux, et qui m'ont presque, voilà, entre guillemets, «adopté». Le déclic avec mon employeur, je n'ai pas trop, compris, comment ça s'est passé. OK. Est-ce que tu
peut-être est-ce que c'est peut-être un client ou une cliente qui se serait plaint de toi? Est-ce que tu as un moment fatidique où ça a vraiment changé une, je sais pas, la baisse des ventes? Est-ce qu'il y a vraiment un élément qui serait peut-être pas forcément lié à toi même? Qu'en fait, peut-être qu'elle vivait ses problèmes et en fait, elle a commencé aussi à le répercuter sur toi, comme une manière pour elle de chercher un bouc émissaire. Est-ce que tu as réfléchi comme ça aussi? Bah, déjà, je dirais que niveau affaires, ça marchait très, très bien puisque OK. franchement, on faisait de la librairie, de la presse et de la papeterie. Tout roulait vraiment bien comme il faut mais franchement, j'ai rien vu venir dans le sens qu'il y a pas eu un moment où, j'ai fait des erreurs de caisse, ce genre de choses, tout marchait bien. En fait, tout marchait bien jusqu'à la période de Noël, ça s'est très, très bien passé et ensuite, je pense que c'est à partir de février où il y a une cassure. Une cassure comme ça d'un coup. J'ai pas trop compris le pourquoi du comment. OK. Bon, on va pas s'éterniser dessus. Mmh. C'est des expériences fâcheuses. C'est des expériences plus que dommageables, mais bon. On- et comment tu l'as vécu ça? Aujourd'hui, quel est le rapport que tu as à ça? Quel est ton rap- et Mmh. quel est ton rapport au racisme en général et aux microagressions racistes? Alors je dirais que c'était la première fois déjà que je ressentais quelque chose surtout envers moi. Je l'ai pas pris à la légère dans le sens que, au début j'avais mal dans le sens je me suis dit: «Mais pourquoi ça arrive à moi?» Déjà faut que je fasse attention parce que je suis loin de chez moi, je suis dans une ville qui est composée voilà que de blancs, on sait jamais ce qui peut se passer. Elle sait voilà où j'habite et cetera. Donc je me suis dit: «Terence, fais attention, on sait jamais ce qui peut se passer». De 2 par rapport mon rapport au racisme, je dirais qu'on est au 21e siècle et le racisme, je ne sais même pas pourquoi il a lieu d'être aujourd'hui. Nous sommes tous différents, oui, les mentalités changent, oui, mais on se demande quand est-ce que les mentalités vont changer, que ce soit après je dirais même que tout part de l'éducation, dans le sens que quand voilà, on a des enfants, on leur inculque des valeurs. On leur inculque le bien, on leur inculque le mal, c'est ce genre de valeurs et je pense tout part des parents, comment ils inculquent les valeurs de la vie, ce qu'ils leur disent, aux enfants pour qu'après les enfants reproduisent ce que ce que sont les parents, dans la vraie vie. Je dirais que ce rapport-là, je l'ai ressenti vraiment très rarement au niveau du racisme. Je l'ai senti très rarement dans ma vie et je me suis dit, «Mais aujourd'hui où nous sommes, où allons-nous?» Et même encore aujourd'hui, certains faits divers me disent: «Mais, on est en 2025, bientôt on est en 2026». Je me demande par rapport même à ma foi, où est-ce que Dieu veut en venir? Où est-ce où est-ce que l'être humain va aller? Jusqu'où il est prêt à aller pour vraiment donner du mal, que ça soit verbalement ou que ce soit physiquement à son prochain? Et moi aujourd'hui, c'est le rapport en l'être humain me touche particulièrement, sachant que je suis une personne, qui aime vraiment donner beaucoup d'amour à son prochain et même par rapport, à son lien avec mes frères, je dirais que c'est moi qui donne un peu plus «d'amour» entre guillemets, qui même par exemple, voilà, je te dis un truc bête, c'est que, tout ce qui est Netflix, Amazon ou autre, voilà, c'est moi qui ai un compte et je le partage avec mes frères. Je leur demande pas par exemple des sous pour qu'ils me disent: «Voilà, moi je paye ça le mois, est-ce que vous pouvez me donner?» Non, je leur donne mes codes, ils font ce qu'ils veulent, chacun a un profil. Mais j'ai jamais demandé en disant: «Voilà les gars, c'est moi qui paye, n'oubliez pas de me donner quelque chose chaque mois». Non, j'ai ils savent que voilà, je fais ça du bon cœur. Même par rapport même à mon père qui voilà, qui est toujours voilà, toujours vivant. Il sait que je suis quelqu'un vraiment, qui apporte vraiment beaucoup de lumière et d'amour et que même quand je le vois, il est vraiment très content de me voir, ce genre de choses. Et même que ça soit avec des inconnus que je rencontre ou avec même des personnes de mon entourage, à chaque fois qu'ils me voient ou à chaque fois que je suis au téléphone avec eux, ils savent que je suis quelqu'un qui est toujours dans la, positive attitude, qui est toujours dans le good vibe et je me demande même aujourd'hui, par rapport à ma foi, je sais que jamais je pourrais me détourner, de ma foi ou même aller vers le mal. Dans le sens que par rapport à ma foi et par rapport aux valeurs qu'on m'a inculquées, jamais déjà je pourrais faire du mal, à mon prochain ou à ma future conjointe. OK, super. Mais et tu parlais tout à l'heure d'un événement du coup,
tu as appris la ma- du coup, comment tu as appris la maladie de ta mère? Comment tu l'as appris déjà? Qu'est-ce que tu faisais? Qu'à- comment ça s'est passé, en fait? Alors comment ça s'est passé? Je revenais, j'avais arrêté déjà, mon CAP, donc je cherchais une alternance dans un autre domaine littéraire et là j'avais vu, que j'avais trouvé une alternance dans le domaine du management avec un BTS à Orange et c'était pendant un été où je pense que c'était en septembre, je rentre du basket et je vois qu'il y a carrément mes 2 grands frères qui avaient fait le chemin jusqu'ici. Il était vers les 22 heures. Ils avaient tous vraiment une mine dépitée et au moment, en fait, je suis rentré de l'entraînement de basket, je vois mes 2 grands frères, ils étaient sur le point de rentrer. Donc je leur ai dit bonjour et cetera et après ils sont partis et ma mère, elle m'a fait carrément m'asseoir alors que normalement, quand je rentre du basket, tellement que voilà, je transpire et cetera, elle me dit: «Avant de manger, va prendre une bonne douche et cetera». Et là, même pas. Elle m'a dit: «Ouais, Terence, assis-toi». Elle m'a fait asseoir, elle m'a dit: «Oui, voilà Terence, je sais que tu es quelqu'un, qui prend beaucoup sur toi, mais je dois te dire quelque chose, on m'a dit que voilà, j'ai un cancer et cetera, mais ne t'inquiète pas, ça va aller». Et au début, je me suis dit: «Waouh, là, il y a pas mon père qui est là, il a un voyage d'affaires en Afrique». Là, à la maison, j'étais retourné à la maison, j'habitais plus dans 78. Ouais, ouais. Donc là, j'étais retourné chez mes parents. Donc là, il y avait que ma mère et mes 2 petits frères. Donc je me suis dit: «OK, là, je vais entamer une année», j'avais même pas eu mon CAP puisque j'avais arrêté, le CAP. Là, j'allais entamer ma première année du BTS management. Je me suis dit: «OK, là, je vais faire un BTS management en alternance dans une bonne entreprise. Faut que je travaille beaucoup. S'il faut que j'en prenne un autre travail, je vais en prendre un autre». Ça a été un peu compliqué la révélation dans le sens qu'elle m'a dit ça comme ça et qu'après voilà, je suis allé me laver et cetera. Mais je pense que la nuit, j'ai même pas pleuré, mais j'étais beaucoup, ça a vraiment été une introspection sur moi-même. Dans le sens, je me suis dit: «OK, là, maman, elle est malade. Mon papa, il est pas revenu. Il faut que je sois là pour ma mère et cetera». Et au fil des mois, voilà, j'étais en alternance et cetera. Ça se passait très, très bien à Orange et la santé de ma mère se dégradait et je me suis dit: «Ouais, là, Terence, ça serait peut-être mieux d'arrêter, le BTS, même si ça se passe bien». Et suite à ça, en fait, au moment où j'allais arrêter, le BTS, j'ai eu un rapport au travail, qui était vraiment très ça s'est vraiment très, très bien passé puisque déjà j'étais dans la plus grosse boutique d'Europe à Orange, sur Paris, place Opéra. Il y avait vraiment de très, très bons collègues, un très bon tuteur, une très bonne manager et encore une fois, au moment où je suis sur le point presque d'arrêter, il y a eu un élément déclencheur au travail qui a fait que, il y a un employé qui était même pas dans mon équipe qui m'a pas agressé verbalement, mais qui m'a presque agressé dans le sens il a littéralement presque me forcer à faire des choses que je ne voulais pas et qu'il y a même eu, voilà, une enquête interne auprès d'Orange et Orange m'a dit: «Ouais, Terence, voilà, je suis désolé, mais comme lui, il est plus ancien que toi, on est obligé de prendre son parti. Donc malheureusement, nous devons te renvoyer». Donc moi, je me suis dit: «Ah OK, ça se passe comme ça», alors que je n'avais rien fait et cetera. J'ai fait: «OK, bon, écoutez». Suite à ça, j'ai même pas pu continuer le BTS. Mais je me suis dit: «Ça m'a pour un bien, puisque je vais pouvoir plus m'occuper de ma mère et de mes 2 petits frères» et suite à ça, je pense pendant 2 ans, 3 ans, j'avais cumulé au moins 2 ou 3 travails pour vraiment déjà subvenir aux besoins de ma famille, mais surtout, bien comme il faut, m'occuper de ma mère et de mes 2 petits frères. Et dans ce que dans ta manière de raconter la chose, c'est quand même, c'est attristant, mais il y a j'entends beaucoup de positivisme. D'où ça te vient ça? Tu restes très Heu positif. je dirais que si par exemple déjà si j'ai pas pu aller si j'ai pas pu avoir mon CAP, c'est que Dieu me a un meilleur plan pour moi. Si j'ai pas pu continuer mon BTS jusqu'au bout, sachant que voilà, j'étais dans une très bonne entreprise et cetera, c'est eu tel événement, je me suis dit que Dieu a quelque chose de plus grand pour moi. Donc je me suis dit que malgré, ces cheminements, ces péripéties, voilà, de ma vie, je me suis dit: «OK». Voilà, là, j'ai pas pu aller jusqu'au CAP, jusqu'au bout, mince. Là, j'ai pas pu aller jusqu'au BTS, jusqu'au bout, mince. Donc là, je me suis dit: «Ah, vas-y, alors moi, intellectuellement, pour moi, j'ai un niveau bac+4, mais pour la France, je suis niveau bac» et je me suis dit: «Bon».
là, vas-y, je vais pouvoir m'occuper de ma mère bien comme il faut. Mais je me suis dit que Dieu a un meilleur plan pour moi. Donc je me suis dit: «Allez Terence, tu te relèves vite, tu es quelqu'un de persévérant, tu es quelqu'un vraiment qui ne baisse pas les bras. Tu te relèves, tu gardes la tête haute et tout va mieux, tout va aller mieux». Je suis Ok. vraiment quelqu'un qui est comme ça. Hey, j'espère que tu prends plaisir à écouter cet épisode d'Ami Parcours autant que je prends plaisir à discuter et à enregistrer avec mon invité. Ces histoires, ces réflexions, elles me touchent et elles me font profondément vibrer et j'espère qu'il en est autant pour toi. Mais donne-moi quelques minutes pour te parler d'une chose qui me tient absolument à cœur. Si tu es un entrepreneur, manager ou que tu aspires à devenir un leader, tu sais aussi que ce chemin n'est pas une ligne droite. On se sent parfois seul, perdu, voire même dépassé. C'est là que j'interviens et que je veux te tendre la main. Comme je te l'ai dit en intro, je suis Yannick. Je suis coach et formateur en leadership. Et mon but, c'est de t'aider et d'aider les personnes comme toi à révéler leur plein potentiel. Ma croyance profonde est que nous avons tous en nous une capacité d'être un leader. Cependant, cette capacité doit se révéler à travers un processus de développement personnel et d'accompagnement. Donc, si tu veux booster ta communication, apprendre à gérer des conflits ou élaborer une vision stratégique pour ton entreprise ou pour ton leadership personnel, je suis là pour toi. Ensemble, on va créer un programme sur mesure qui te ressemble et qui répond à tes besoins et à tes rêves. Alors si tu sens qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure, si tu veux enfin devenir le leader que tu admires, on doit se parler. Tu peux m'écrire directement à l'adresse mail suivante: amii parcours avec un s @gmail.com, ou sinon tu peux prendre rendez-vous avec moi directement en cliquant sur le lien Calendly disponible en descriptif de cet épisode. Alors n'attends plus. Crois en toi. Investis dans ton leadership et ensemble, atteignons des sommets. Ok, mais en tout cas, franchement, bravo. Parce que moi, ça m'inspire vraiment cette manière que tu sais, t'approches là, d'être toujours positif. Franchement, garde ça parce que c'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant. Et du coup, comment ça s'est passé à cette période-là où tu cumulais trois travail et prendre soin de ta mère malade et de tes deux petits frères? Quel est le retour et le regard que tu en as dessus aujourd'hui? C'était une période assez compliquée dans le sens que, à ce moment-là, j'avais eu mon diplôme d'arbitre de basket, donc j'ai pu avoir vraiment, voilà, un bon revenu en tant qu'arbitre et j'ai dû cumuler, voilà, au moins 2 ou 3 travails. Au début, c'était compliqué, mais je me suis dit que c'est pour la bonne cause, c'est pour ma mère, c'est pour mes frères, c'est pour ma famille que je fais ça et je me suis dit qu'en attendant que mon père revienne, je serai là pour ma famille, et surtout, voilà, pour ma mère, quoi, qui en avait vraiment besoin. Donc pendant, allez, 3 ans, j'ai dû cumuler au moins 2 ou 3 travails. Au début, franchement, c'était compliqué, mais franchement, après, j'ai pris goût, j'ai pris habitude et je me suis dit que c'est pour la bonne cause. Donc, tout ce qui était compliqué, franchement, c'était une charge sur mon dos, mais cette charge n'était même pas lourde pour moi. Ça me faisait vraiment du bien puisque je faisais ça pour ma famille, quoi. Donc pendant 3 ans, voilà, je faisais ça et je pense après, au bout de la troisième année, mon père, il est revenu. Il était revenu, donc ça m'a un peu allégé, mais après j'avais pu essayer de reprendre les études, mais c'était en alternance, donc j'avais pas trouvé un employeur, donc après je fais encore une fois que travailler. Oui. D'accord, d'accord. Et comment ta mère, elle l'a vécu ça, comment elle a vécu sa maladie? Parce que bon, pour que les gens le sachent, les auditeurs le sachent, je la connaissais. C'était ma maman. C'était franchement vraiment un rayon de soleil. Je pense que tu tiens ce côté luminaire là, tu le tiens d'elle. Comment elle l'a vécu ça, cette période? Au début, c'était compliqué, mais je sais que c'est une femme vraiment que c'était vraiment une femme vraiment forte, que c'était une battante et que, elle ne laissait pas paraître, la douleur qu'elle ressentait dans le sens que quand elle était malade, au début, ça se voyait pas
Et au fur et à mesure des choses, ça se voyait non seulement sur son visage, mais voilà, elle a fait tout ce qui est chimio et que je pense que la chimio l'a fatiguée énormément. Parfois, je venais avec elle à la chimio. Parfois, c'était le dernier qui allait avec elle. C'était, je pense même plus le dernier qui allait avec elle à la chimio, plus que moi, plus que comme moi, voilà, je travaillais. C'était plus Mmh. lui qui y allait. Mon rapport avec ça, c'est que c'était compliqué dans le sens que par rapport à la femme forte que je voyais, c'est pas que ça me tuait intérieurement, mais je me suis dit pourquoi ça arrive à ma mère. Dans le sens que mon père là, il est en voyage d'affaires, ma mère là, elle tombe gravement malade. Moi, par rapport à toutes mes péripéties, je sais que voilà, Dieu il a un plan pour moi. Mais par rapport à tout ça, pourquoi ma mère elle tombe gravement malade? Pourquoi il y a ce gros fardeau entre guillemets qui arrive comme ça sur ma vie, à ce moment même de ma vie. Je me suis dit que là, à la maison, il y a que ma mère et il y a que mes 2 petits frères. Sachant que voilà, mes 2 grands frères, ils venaient de temps en temps à la maison. Il y en avait un, voilà, qui venait d'être papa. Et je me suis dit, pourquoi Dieu nous met une si grosse épreuve sur notre chemin? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Qu'est-ce qu'il veut vraiment nous inculquer? Et ce rapport-là, voir ma mère d'un cancer du sein, sachant que ça touche énormément, voilà, de femmes dans le monde, et je me suis dit: «Pourquoi ça tombe sur ma mère?» Et je me suis dit que Dieu est un Dieu de miracles, c'est un Dieu d'amour et je me suis dit: «J'espère que ça ira pour ma mère, je fais confiance à Dieu pour opérer un miracle» et j'ai pu vraiment épauler ma mère, du mieux que je pouvais. OK, OK. Et malheureusement, elle est décédée Mmh, c'est ça. en en quelle année, du coup? 2020, juin 2020, le Ouais, 30 juin, ouais, c'est vrai je me souviens que c'est vrai qu'on sortait de la période du confinement. c'est ça. OK. Et comment comment tu as traversé cette période? Alors déjà, faut savoir que quand ça s'est passé, je pense que ma mère, elle a essayé presque un arrêt cérébral un matin. Donc OK. voilà, mon père l'avait emmené, voilà, à l'hôpital. Il était resté, je pense, 1 ou 2 jours sans rien nous dire. Et je pense après le 3e jour, mon père il nous a dit, «Voilà, votre mère va rester à l'hôpital pendant un long moment» et je pense qu'à ce moment-là, ma mère, elle était restée à l'hôpital, je pense, de janvier jusqu'à fin mai. Donc, on la voyait de temps en temps à l'hôpital et je pense que la première fois que je l'ai vue à l'hôpital, j'étais un peu surpris dans le sens, je me suis dit, que waouh, là, je vois vraiment le cancer, ce que le cancer a fait à ma mère dans le sens que, désolé de le dire, mais elle avait perdu la vue d'un œil. Au début, c'était compliqué, qu'elle dise: «Mais est-ce que c'est vraiment toi, Terence?» Au début, elle voulait même pas faire d'ablation au niveau du sein parce que voilà, elle était vraiment très coquette, très féminine. Donc, quand elle a eu son arrêt cérébral, on avait fait un ablation, d'un de ses seins. Donc j'avais un peu remarqué à l'hôpital et quand je la voyais à l'hôpital de temps en temps, je l'ai vu qu'elle avait un peu perdu la vue, d'un côté et je me suis dit: «Waouh». Et quand je la voyais de temps en temps, je la voyais soit toute seule ou sinon, c'était qu'avec mon père ou sinon c'était avec mon père et mes 2 petits frères. Et quand on la voyait, voilà, tous les 4 ensemble, on passait de bons moments. Elle nous reconnaissait bien, mais je me suis dit que là, elle était vraiment très affaiblie. Et à partir de fin mai, voire début juin, elle est revenue à la maison. Donc, la chambre qu'occupaient mon père et ma mère, en fait, l'hôpital l'avait aménagée. Donc moi, je me suis dit: «Bon, bah, voilà, ma mère va un peu mieux» et cetera et ça s'est très bien passé, mais en fait, à ce moment-là, mes 2 petits frères passaient des jours chez mon grand frère, chez l'aîné. Ce qui a fait qu'à la maison, il y avait que mon père et moi. Donc mon père et moi et ma mère. Donc je m'occupais, voilà, de ma mère, avec mon père Mmh. et il y avait, voilà, des infirmières qui venaient de temps en temps et après, il y a aussi des tatas qui venaient de temps en temps. Mais plus les jours passaient, plus je voyais énormément de tontons et de tatas voir ma mère. Donc au début, moi, je me suis dit: «OK, ils viennent la voir parce que pendant à peu près 5 6 mois,
elle était à l'hôpital. Il y avait que la famille qui pouvait la voir et la veille de sa mort, dis-toi que j'ai fait partie des 3 dernières personnes à lui avoir parlé et je pense que c'est même moi qui lui ai donné son dernier repas. Oh, wow. Et ouais et moi, parce qu'à ce moment-là, faisais une formation, à distance, donc j'avais des cours à distance et moi après pendant toute la journée, pour ces jours-là, voilà, j'étais en plein dans mes cours et cetera, donc je pouvais pas trop passer du temps avec ma mère. Quand je lui disais bonjour, je lui donnais à manger et cetera et la veille de sa mort, je lui ai donné son dernier repas et je pensais que voilà, que j'allais la voir le lendemain et cetera, donc je lui ai dit: «Ouais, bonne nuit maman, je t'aime» et cetera. Elle m'a dit: «Moi aussi» et le lendemain, voilà, au lieu que je me réveille et que j'aille sur mes cours en ligne, c'est mon père carrément qui me réveille en disant: «Terence, réveille-toi, lave-toi» et cetera. Je dis: «OK». Je me lave et cetera et je vois qu'il y a du mouvement et je vois il y a une infirmière que je reconnais et je sors de la douche et cetera et il y a mon père qui me dit: «Terence, sois fort, mais je suis désolé de te dire, mais ta mère nous a quittés cette nuit». Moi, je voulais pas le croire, j'étais en serviette, j'allais presque tomber. Il m'a dit: «Ouais, sois fort et cetera. Mais tranquillement, habille-toi et t'inquiète, suis tes cours» et quand je suis retourné dans la salle de bain, j'ai fait presque un cri silencieux. J'ai fait presque un cri silencieux. Je voulais vraiment, taper partout et cetera. Mais j'ai repris mes esprits, je me suis habillé et je me suis installé à table et pendant que je m'installais à table pour suivre mes cours, moi, il y avait mon père qui était au téléphone et il y avait, bah, une infirmière qui était en train de ranger un peu, la chambre et il y avait, bah, ma mère qui était, qui était, sur son lit et pendant que j'étais en plein cours, toutes les 2 minutes, il y avait la porte de la maison qui sonnait. Donc il y avait à chaque fois des tontons, des tatas qui commençaient à s'installer et après, je pense qu'il y a eu une grosse sonnerie et là, je vois quoi? C'est mon second grand frère qui vient et qui vient avec un ami proche de la famille. Il y a un autre ami proche et son chien, le chien de mon frère. Mon frère, il ne dit rien du tout. Il va directement se réfugier, dans son ancienne chambre. Donc moi, je me repose sur mes cours et c'était trop pour moi. J'ai carrément quitté la classe comme ça, sans rien dire. Il y avait mon prof à l'époque, il m'envoie un mail directement, il me dit: «Mais qu'est-ce que tu fous, à quitter le cours comme ça?» Je lui explique: «Écoutez monsieur, je suis désolé, mais là, il y a ma mère qui vient de décéder». Et quand je lui ai dit ça par mail, il a tout de suite été compréhensible et 5 minutes après, j'ai eu beaucoup de messages, de mes collègues pour des condoléances et toute la journée, bah, il y a eu que des gens, des tontons et des tatas et cetera et je pense que ça a vraiment été compliqué dans le sens que je pense que, au bout d'un moment, je pense qu'il était vers les 12:00-13:00. Il y a eu, comment on appelle ça? Il y a eu mon grand frère, l'aîné, qui est venu avec, sa compagne de l'époque et mes 2 petits frères. Et quand j'ai vu la tête de mes 2 petits frères, surtout le dernier qui était, voilà, le chouchou de la famille, le chouchou de ma mère, quand j'ai vu son visage, c'est là où je pense que j'ai craqué. Et ensuite, voilà, on s'est réunis, autour de ma mère et cetera. C'était vraiment un moment compliqué dans le sens, comme je t'ai dit, j'ai fait partie des 3 dernières personnes à lui avoir, parlé. Mes 2 petits frères n'ont même pas pu lui parler dans le sens que nous, on pensait que voilà, que ça allait mieux et cetera. Et je pense que, quand la morgue a pris son corps, je pense que c'est là où je pense que c'est là où j'ai pu vraiment exploser, crier, pleurer. Vraiment, j'ai vraiment pleuré, pleuré. Et dis-toi que ce jour-là, il y avait vraiment tout le quartier qui était devant chez nous. Vraiment, tout le quartier s'était blindé puisque notre, mère, tout le monde l'aimait dans le quartier, tout le monde l'aimait, dans la ville. Et je pense 2 jours après, j'apprends quoi? J'apprends que ma mère, en fait, elle était revenue, bah, à la maison. Pourquoi? Parce qu'elle voulait passer ses derniers instants auprès des siens. Et les seules personnes qui étaient au courant, c'était mon père, mes 2 grands frères et les sœurs de ma mère. Moi, on m'a rien dit du tout. Donc je me suis dit: «Mais, pourquoi on m'a rien dit?» sachant que voilà, je suis quelqu'un de mature et cetera. Si je l'aurais su, j'aurais passé un peu plus, de temps avec ma mère, mais quand j'ai appris que voilà, elle voulait rester ici à la maison pour faire ses derniers instants, j'aurais passé plus de temps et ça, ce côté-là m'a vraiment fait mal en me disant: «Mais pourquoi ça
Alors déjà, pourquoi on a pris ma mère et surtout, mais pourquoi on ne m'a rien dit? Même, on nous a rien dit par rapport même à mes 2 petits frères qui n'étaient même pas au courant. Et aujourd'hui, je sais pas que je garde cette rancune, mais je me suis dit: «Mais si je l'aurais su, j'aurais passé plus de temps avec ma mère, à son chevet». OK. Waouh. Waouh, 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 waouh. OK. Je sens l'émotion. Moi-même, je suis très ému du témoignage. Et je voudrais, en fait, j'aimerais bien continuer sur ça, mais comme je sens l'émotion, on va switcher sur justement les actions que tu as fait en sa mémoire et aussi tout ton parcours d'écrivain, parce que du coup, à quel moment tu vas, bah, parlons d'abord je sais pas, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce qu'on parle d'abord du coup, parce que chronologiquement, tu as d'abord écrit un livre avant de récemment faire une Mmh, marche. c'est ça. Ouais. Donc, de quoi tu préfères qu'on parle en premier? Dis-moi, c'est toi qui choisis. Bah, au niveau de la chronologie, ce qui a fait que, bah, quand il y a eu le décès, je me suis dit que pour ma mère, je vais essayer de poursuivre mon rêve et c'est là où j'ai sorti, mon premier livre Combien de temps après? et je pense que alors je l'ai sorti en décembre 2020 donc Ah oui, ah oui, ouais, ah oui, c'est ça, ah ouais, exactement. ah ouais. Oh wow. Donc, ça veut dire Donc que je me tu avais déjà le manuscrit, du coup, c'est ça? Tu travaillais déjà dessus? alors le manuscrit, ouais, il était déjà prêt. Ok, Il était d'accord. déjà prêt, fallait juste, voilà, le corriger et entamer, les démarches et je me suis dit, «Il faut que je réalise mon rêve, non seulement pour moi, mais surtout pour ma mère». Donc je me suis donné les moyens. J'ai fait une campagne, pour récolter des fonds, pour vendre parce que comme je suis un auteur indépendant, Oui. tout ce qui est publication, correction, tout sort de notre poche. Donc j'ai fait une campagne pour récolter des fonds et j'ai réussi à avoir les sous pour publier mon premier livre et je l'ai sorti en décembre 2020. Suite à ça, voilà, j'ai eu de très bons retours, et cetera. C'est sorti en décembre 2020. J'ai eu vraiment de très bons retours et je me suis dit là: «OK, Terence, ça se passe bien, mais là, l'hommage que tu as fait pour, voilà, pour, ta mère, c'est très, très bien, mais je sais que je peux faire encore mieux». Donc il m'est venu une idée, c'est de faire non seulement une marche pour ma mère, mais aussi un recueil de poésie. Ce qui a fait que, je me suis dit: «Mais le recueil de poésie, est-ce que je l'écris que pour moi ou je demande à des gens de participer?» Donc il m'est venu l'idée de demander à des gens, soit d'écrire un texte ou un poème, soit en l'honneur de la femme qui se bat contre le cancer du sein, ou sinon pour les femmes du monde entier, ou sinon, pour ma mère, pour les personnes, voilà, qui connaissaient ma mère. Donc j'ai eu l'idée de sortir un recueil de poésie à chaque anniversaire de la mort, de ma mère. Donc là, aujourd'hui, on est en 2025, j'en ai sorti 2 recueils. Donc en fait, ces recueils, dedans, il y a des textes ou poèmes pour les femmes qui se battent contre le cancer du sein, pour, les femmes, voilà, du monde entier, pour vraiment pour leur donner de la force, mais aussi des textes, pour, un hommage, à ma mère. Ce qui a fait que, j'ai eu beaucoup de soutien et ces livres, voilà, ces recueils sont disponibles, voilà, que sur Amazon en version numérique et papier. Et je me suis dit: «Ouais, là, Terence, tu es sur la bonne voie, mais tu dois faire encore quelque chose de plus grand». Donc je me suis dit: «Terence, tu vas faire une marche. Tu vas faire une marche, tu vas aller jusqu'à Perpignan». Pourquoi Perpignan? C'est là où j'ai passé mes plus belles vacances de famille et c'était grâce à ma mère. Oh, je savais pas Ouais, ça. ouais, ouais, Ah, ok, d'accord, ok, je comprends mieux parce que c'est vrai que je me suis dit, bon, tu partais à Perpignan parce que bon, bon, en fait, j'avais pas la signification. Ok, oh, c'est encore c'est plus beau. ça. C'est encore plus beau. Ouais Ok. Ouais, du coup, vas-y, du coup, tu et expliquais pourquoi quand j'ai Perpignan. et voilà pourquoi Perpignan grâce à ma mère et en fait, par rapport à ce cheminement, par rapport à la marche, je l'ai tenté une fois et quand je l'ai tenté la première fois, C'était en j'avais quelle année fait je pense déjà? je pense que c'était en 2021 ou 2022, quelque chose Oui, comme ça. ouais, quelque chose Ouais, comme ça, ouais, c'était à peu près ça, ouais. c'était dans ces eaux-là et quand j'ai fait la première jour de la marche, ça se passait très, très bien, mais le téléphone que j'avais à l'époque, il est tombé en panne dès le premier jour. Donc ce qui a fait que j'ai pas pu continuer la marche. Donc je me suis dit: «Terence, c'est pas grave, tu vas refaire la marche un autre jour». Donc je me suis dit: on va mieux se préparer» et là, nous sommes en 2025, il y a eu les 5 ans de ma mère et je me suis dit: «Là, Terence,
tu ne fais rien l'été. Donc, je me suis dit, pour les 5 ans, pourquoi pas faire la marche? T'es mieux préparé, que ça soit physiquement et mentalement. Et surtout, par rapport à la logistique, t'es mieux préparé. Et je me suis dit, bon, Terence, on va y aller. J'ai fait la marche, j'étais mieux préparé au niveau du matériel, physiquement et autres. J'ai fait Paris-Perpignan à pied. Normalement, je vais faire la marche en 27 jours. Mais pendant que je faisais la marche, j'ai trouvé un itinéraire beaucoup plus rapide qui me permettait de faire la marche de 27 jours à 15 ou 16 jours. Même si, voilà, il y avait des jours qui allaient être lourds, je me suis dit, terrain, c'est pas grave, t'es un guerrier, tu vas supporter ça. Il y avait des jours où c'était compliqué, sachant que soit je dormais dehors, ou sinon je dormais à l'hôtel. Il y avait des jours où c'était compliqué, Tu mais as, je savais qu'il y avait... tu Oui. as dormi, tu as dormi combien de jours en pourcentage à peu près? Tu as dormi combien de jours dehors, combien de jours à l'hôtel? Alors, en 19 jours, je pense que j'ai dormi à l'hôtel 3 ou 4 fois. Ok. Ah ouais, seulement. Ouais, 3 ou 4 fois à l'hôtel. Après, il y a un jour où j'ai dormi chez de la famille, à Montargis. Ok. Il y a pas le reste, c'était que dehors. Après, il y a eu un moment où je me suis arrêtée, je suis plus dans une ville, parce qu'il y avait eu de gros orages du côté de Montpellier. Donc, je me suis arrêtée pendant 2, 3 jours. Ce qui a fait que, au lieu que je fasse la marche à peu près en 16 jours, j'ai fait la marche en 19 jours. Ok. Mm. Ok. Ok. Comment tu faisais combien de kilomètres par jour à peu près? Je pense que, alors, le jour où j'ai fait le moins de kilomètres, je pense que c'était 27 kilomètres. Après, la moyenne des kilomètres, c'était, je pense, 35 ou 36 kilomètres. Et je pense que mon maximum, c'était 45. Oui. Il y avait des jours où je faisais des 45 kilomètres ou des 42. Mais je pense que mon maximum, c'était 45 kilomètres. Ok. Mais sinon, c'était par jour 35 kilomètres à peu près, dans ces eaux-là. Ok. Je t'ai pas posé la question, je te la pose maintenant et on reviendra. J'aurai encore une question pour toi sur la marche. Le nom de ton premier livre, quel est le nom de ton premier livre du coup? Alors, le nom de mon premier livre, ça s'appelle Carpe Diem. Ok, j'aime beaucoup le nom. Et le nom des recueils que tu as écrits, du coup, c'est quoi? Ça s'appelle Mesdames. Mesdames. Oh, waouh. Ça. Waouh, waouh, waouh. Faut que j'aille me les procurer. En fait, en plus, avec la bio de ton livre et Ouais. tout, en fait, j'ai fait mon procrastineur, malheureusement. Et je me disais que j'allais l'acheter, le commander avant de quitter Paris et je l'avais jamais fait, mais Ouais. je vais faire mes devoirs et je vais faire, ma bonne action là-dessus. Surtout que, bah, je sais pas si tu sais, mais je suis quand même un grand amateur de littérature et de lecture. Je lis beaucoup, Ok. donc, et moi-même, je suis en train d'écrire un livre aussi en ce moment, d'ailleurs. Ouais, D'accord. ouais, c'est plus du développement personnel, mais Ok. Pas mal. c'est plus axé sur du développement personnel. En fait, c'est développement personnel, voire développement personnel et gestion des relations. En fait, c'est un livre axé sur le leadership, en fait. Pas mal. Ok. Ouais. Et du coup, comment tu as fait pour tenir? Pour revenir, on va revenir encore à parler je suis sûr, de littérature, mais comment tu arrives à tenir chacun des jours? Où est-ce que tu puises l'énergie? Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Par rapport à la marche ou Ouais, par rapport à la marche, ouais. ce qu'il faut savoir, c'est que sur mon téléphone, j'ai mis ma mère. Et quand je dévorais mon téléphone, j'ai mis une photo de ma mère et de moi. Et sur l'écran de déverrouillage, il y a juste ma mère avec un énorme sourire. Et à chaque fois que je regarde cette photo, ça me procure déjà énormément de force, mais beaucoup, voilà, d'énergie et de la good vibe. Et je me suis dit, à chaque fois que je suis triste, j'ai juste à voir cette photo, j'ai le smile direct. Donc, même si, voilà, j'ai une déception amoureuse ou que il y a un entretien d'embauche qui se passe au début bien et qu'après je reçois un mail, il me dit, on peut pas te garder. J'ai, je suis un peu triste, mais je regarde mon téléphone, j'ai ma mère et je me suis dit, Terrain, ça va aller. Ça va aller. Je sais qu'elle est et qu'elle sera toujours à mes côtés de là où elle est. Donc, je me suis dit, c'est les aléas de la vie, mais je sais qu'elle sera toujours à mes côtés. Oh, wow. Wow, wow, wow. Ok, ok, ok. Et on n'a pas beaucoup parlé du coup, on n'a pas beaucoup parlé de l'arbitrage. On n'a pas Oui, beaucoup parlé de l'arbitrage. Pourquoi cette envie-là de te lancer dans le... Parce que je sais que tu faisais du basket. c'est ça. Ou qu'est-ce qui t'a donné envie de te tourner vers l'arbitrage, en fait? Alors, déjà, il faut savoir que je fais du basket depuis que j'ai l'âge de 11 ans.
Je suis toujours dans le même club depuis que je suis tout petit. Et pourquoi l'arbitrage? Et je me suis dit que quand je fais du basket, voilà, je connais les règles, etc. Mais je voulais être aussi acteur du jeu, que ça soit sur le terrain ou à la table de marque. Et au fur et à mesure des matchs, je me suis dit, j'aimerais bien m'intéresser au domaine de l'arbitrage. Et on m'a dit, mais Terran, tu sais que c'est facile d'arbitrer. Si tu veux, je te montre, etc. Et on m'a dit, voilà, il y a une plateforme e-learning auprès de la ligue. Je me suis inscrit, et j'ai fait mes cours, j'ai appris vraiment très rapidement. J'ai passé mon diplôme et tout est allé vraiment très, très vite. Et aujourd'hui, ça fait 9 ans ou 10 ans que je suis arbitre de basket de table et un peu sur le terrain. Au niveau du foot, ça fait 2 ans que je suis arbitre de foot, plus Ok, futsal. ok, ok, ok. Et qu'est-ce que je voulais dire? Comment quelles sont les valeurs les plus puissantes? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui choisissent plutôt la pratique du sport plutôt que l'arbitrage. Quelles sont les valeurs que toi tu trouves dans l'arbitrage qu'on n'a pas dans la pratique du sport, selon toi? La discipline, Ah, le tu trouves qu'il y a plus de discipline dans l'arbitrage qu'il y a dans la pratique du sport? oui, dans le sens que en tant qu'arbitre, on nous les gens pensent que c'est facile d'arbitrer alors qu'il y a tellement de règles et tellement de gestuels à apprendre et qu'on est observé, ça on est observé parfois en cachette par des gens de la ligue. Aussi on sait qu'on est observé et ça nous rajoute une certaine pression à vraiment amener un match vraiment qui se passe vraiment dans une tranquillité vraiment bien comme il faut. Et au fur et à mesure, on se dit qu'il y a une certaine discipline à tenir dans le sens, tu te dis, voilà, écoute, t'es arbitre, déjà niveau condition physique, il faut que tu aies une bonne condition physique, une bonne hygiène de vie. Et je me dis, mais ok, c'est bien de dire tout ça, mais aussi le respect, les valeurs du jeu, aussi à inculquer aux joueurs quand ils jouent. Là, le joueur a fait une faute, le 6, même s'il est énervé, je prends toujours la peine de lui expliquer pourquoi il a fait faute, qu'est-ce qui l'a mené à la faute et de faire attention. Et même si parfois le joueur il est énervé, faut toujours entre guillemets en tant qu'arbitre garder son calme en lui disant tu sais que tu arbitres, voilà, si tu te calmes pas, tu sais que voilà, tu peux te manger une technique et si tu te manges une technique, ton club va avoir une amende et si le club a une amende, toi-même déjà tu vas être énervé, sachant que tu peux être suspendu pendant 2 ou 3 prochains matchs par rapport à la technique que tu as eue. Donc au moins tu viens pour jouer, t'es pas payé ou quoi, tu es là, on est tous là pour passer un bon moment. Donc, tranquille. Il y a des joueurs qui prennent ça bien comme il faut. Il y en a, même si voilà, ils savent que voilà, qu'ils font des mètres, ils vont essayer de jouer au dur. Mais que même s'ils essayent de jouer au dur, ils savent qu'on peut les sortir du terrain quand on veut. Donc, il y en a, ils se calment directement. Ok, donc ouais, donc la discipline. Donc tu as dit qu'il y a la discipline, et donc Oui. tu parlais de la discipline dans l'arbitrage et le respect des règles, comment tu es toi-même aussi surveillé Mm, pour bien surveiller le match entre guillemets. mm, c'est Et ça. et en fait, j'aimerais que de tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, quelles sont les leçons? Déjà, quel est le plus gros échec selon toi? Quel est ton plus gros échec? Mon plus gros échec, je dirais que niveau scolaire, que aujourd'hui, intellectuellement, je sais que je suis niveau bac plus 4, mais que pour la France, je suis au niveau toujours du bac. J'ai jamais pu aller niveau scolaire, avoir vraiment le diplôme, en disant: «Voilà, là j'ai le bac pro». J'ai avec mention bien, Ok. avec mention assez bien. Le CAP, j'aurais pu l'avoir, mais c'est passé ça. Le BTS de management en alternance chez Orange, j'aurais pu l'avoir, mais c'est passé ça. Même la licence, j'ai fait 2 ans de licence, mais comme je m'ennuyais un peu, je me suis dit: «Je vais lier la théorie à la pratique, j'aurais pu aller jusqu'au bout». Mais à la fin, je m'ennuyais. Mais Hmm. chaque cheminement, je me suis dit: «Je sais pas si c'est ça mon plus gros regret, mais au niveau des études, j'ai 29 ans, je sais que je suis quelqu'un de très cultivé, que je suis quelqu'un d'intelligent qui, au niveau des études, je sais que je suis bien, mais que je suis même pour la France à un niveau bac. Je suis à un niveau bac. Mais pour moi, je sais que je suis beaucoup plus que ça par rapport à tout ce qu'on m'a appris.
Bien sûr, Mmh. bien sûr. Et en plus, tu te démènes toujours. Il y a des gens qui ont des bacs plus 5, il y a des gens qui ont même des plus. Et ils n'ont pas écrit des recueils ils n'ont pas écrit des recueils de poésie, ils n'ont pas écrit des livres, ils n'ont pas parcouru, ils n'ont pas marché Paris-Perpignan en battant des records, tu vois. Mmh. Donc, franchement, et en fait, je pense que quand on finira cet épisode, je vais essayer d'y penser, je t'enverrai. Et j'aime beaucoup les poèmes, les textes déclamés, le slam, en fait. OK. Et il y en a un que j'avais écouté en 2011, donc il y a très longtemps. Mais j'aime beaucoup parce que c'est un artiste britannique. Je crois qu'il est nigérien britannique ou ghanéen britannique. Mmh. Et il dit, pourquoi j'aime l'école? Le titre du texte, c'est pourquoi j'aime l'éducation, mais je déteste l'école. OK. OK? Pas mal. Ouais. En fait, j'ai beaucoup aimé ce texte parce que ça m'avait libéré de cette pression-là il faut le diplôme, le papier pour valoriser et Exactement. me voir comme je devrais me voir. Donc, Je crois. moi aujourd'hui, de la même manière, tu vois, j'ai pas ces diplômes-là. Tu vois, j'ai pas des bac Mmh. plus ce truc. J'ai quoi? J'ai un niveau bac plus 2, tout ça. Chaque fois, je me dis, bon, quand j'aurai le temps, à un moment, j'avais recommencé à faire un master. Je me suis arrêté, mais que je sais que quand j'ouvre la bouche, en fait, c'est ça, il faut aussi savoir correctement se valoriser. Quand je sais qu'aujourd'hui, quand je travaille sur moi, je n'ai peut-être pas les diplômes, mais je suis en capacité de parler de sujets pour lesquels que je n'ai jamais étudié dans une école, mais que j'ai étudié par mon simple billet, par mon propre billet et de mes propres forces, moyens, et je connais et je maîtrise ces sujets. Exactement. Tu vois? Ch Donc Tout à fait. je pense qu'il faut laisser aller, tu vois? Et j'aimerais parler également, du coup, que je dirais, ouais, donc la question c'était que je te posais également, c'est avec tout ce que tu as vécu là, quels sont le bilan que tu as à mi-parcours? À mes parcours, bah, là, je dirais qu'aujourd'hui, j'ai 29 ans. J'ai sorti en tout 4 livres, deux recueils de poésie qui sont pour, les femmes du monde entier, surtout, pour les femmes qui se battent contre le cancer du sein. Surtout, il faut savoir que, déjà, pour les recueils de poésie, chaque vente qu'il y a, je les envoie à des associations pour les femmes qui se battent soit contre le cancer du sein ou sinon pour des associations qui concernent la femme. Et pour les 2 autres livres, voilà, qui sont plus pour moi en tant qu'écrivain, qui sont, voilà, le début d'une saga. Là, je suis sur mon troisième qui sort normalement en fin d'année si tout se passe bien. Waouh, Je me suis dit félicitations. ah, merci beaucoup. Je me suis dit que je suis à une étape de ma vie où je me suis dit: «OK, là, tu as 29 ans, là, pour l'instant, c'est pas que tu ne fais rien, tu es mais tu as 29 ans, tu as du temps pour toi, focus sur tes projets dans le sens que même si tu as eu beaucoup de péripéties, ne baisse pas les bras». Il y a eu des péripéties parce que je me suis dit que Dieu a un plan pour moi et que je dois toujours croire au plan que Dieu a prévu pour moi. Et je me suis dit: «Mais là, j'ai du temps libre, mais voilà, j'ai du temps libre, que même si voilà, je vis tout seul, que j'ai mon activité d'arbitre de basket et de foot, j'ai du temps pour moi». Donc je me suis dit: «Moi, là, aujourd'hui, en ce moment, j'essaie vraiment d'apprendre beaucoup, certaines choses». Là, en ce moment, je suis beaucoup dans les langues. J'essaie vraiment d'améliorer, beaucoup plus mon anglais. Je fais de l'allemand depuis que je suis en 6e, donc je pense que j'ai 10 ou 11 ans de pratique, en allemand. Donc je me suis dit que j'aimerais reprendre bien comme il faut l'allemand. Je pratique aussi la langue des signes, donc je la travaille un peu plus à travers des vidéos. Là, je commence aussi à apprendre le japonais, donc je me suis dit que là, j'ai du temps, donc comme j'aime beaucoup tout ce qui est langue, que je vais toujours me battre pour mes rêves, je me suis dit: «Mais là, c'est vraiment le moment d'être vraiment focus sur mes projets et que si voilà, j'ai du travail, OK, je prends, mais que il faut pas que ça empiète sur mes propres désirs personnels dans le sens que moi, aujourd'hui, voilà, j'ai 29 ans, bientôt 30 ans l'année prochaine. Je me suis dit que je suis à une étape de ma vie où je me suis dit: «Au niveau de mes projets personnels, je ne dois pas baisser les bras». Dans le sens que là, voilà, je vais sortir normalement mon prochain livre en fin d'année. En tant qu'auteur indépendant, même si c'est un coût, ça ne doit pas être pour rien dans le sens que là, voilà, j'ai sorti mon premier livre.
en décembre 2020. J'ai sorti le tome 2 en mai 2024. Il y a eu un peu d'attente, mais c'est parce que je travaillais beaucoup. Et j'ai eu beaucoup de retours en disant, mais là, Terence, c'est vraiment bien ce que tu fais, ta plume, elle a mûri, etc. Je commence même à avoir, en tant qu'auteur indépendant, des contacts au niveau des États-Unis. On m'envoie même des invitations pour divers événements, que ça soit des grosses avant-premières. Là, récemment, par exemple, on m'avait carrément invité à un événement au Vatican, à un concert intimiste où il y avait vraiment des grands artistes comme Pharrell Williams, ce genre de choses. Et malheureusement, j'ai pas pu y aller. Pourquoi? Bah, on m'avait prévenu trop tardivement. Si on m'aurait prévenu en avance, je serais allé. Mais Wow. déjà, être invité au Vatican pour un tel concert, surtout que je suis un auteur indépendant, que voilà, que pas trop de personnes connaissent, pour moi, c'est quelque chose de grand. Donc, Ouais. je me suis dit que cette fin d'année, je la sens bien. Surtout que là, je me suis dit pour le tome 3 que je m'amène à sortir, je dois mettre les bouchées doubles pour vraiment qu'une maison d'édition me, me dise, ah ouais, lui, on est sur une pépite, faut qu'on le signe. Pour vraiment après, déjà, si je signe avec une maison d'édition, ça va vraiment m'enlever une charge en disant, voilà, j'ai plus rien à payer. J'ai OK. juste à écrire, à leur proposer, s'il y a des choses à changer, on change, et voilà. OK. OK. Et du coup, oui, je voulais absolument parler de ça aussi avant d'aller sur les questions de la fin. J'ai vu qu'à un moment donné, comme je te l'ai dit hier, quand on parlait en off, je te suis sur pas mal sur les réseaux sociaux et je vois aussi qu'à un moment tu avais fait tu participais à une classe d'éloquence et j'aime beaucoup ça. Où est-ce que ça en est ça? Alors ça se passe toujours aussi bien dans le sens que quand j'avais fait, de l'éloquence, c'était, on est en 2025, je pense que c'était en 2020 ou en 2021. Non, je pense que c'était même en 2019. C'est en 2000 non, 2018, je pense à peu près dans ces eaux-là, Ouais. quand j'ai fait la première fois. Et la première fois en fait que j'ai fait de l'éloquence, moi je suis c'est pas que je suis quelqu'un de timide, c'est que alors avant j'étais quelqu'un de très timide et ma mère elle m'a poussé au théâtre et je voulais faire du théâtre avant. Et j'ai trouvé de l'éloquence. À un moment, je suis allé à une soirée, d'éloquence à Nanterre et j'ai kiffé. Suite à ça, ils ont proposé une formation. Donc je me suis dit: «Terrain, pourquoi pas?» Et j'ai fait la formation. Alors au début, j'allais pas faire la formation. J'étais sur liste d'attente et on m'a dit que: «Terrence, on a tellement aimé ta performance que même s désolé, on peut pas te prendre, mais on est sur la liste d'attente, tu es notre numéro un.» Oh wow. Donc je me suis dit: «OK, c'est avec plaisir». Donc je suis sur liste d'attente et la veille, voire 2 jours avant que la formation commence, on me dit: «Terence, écoute, j'ai une bonne nouvelle, une place est existée. Si tu veux toujours faire la formation qui dure 8 samedis, tu es le bienvenu». J'ai sauté sur l'occasion et c'est là où j'ai découvert, l'éloquence. On était 32 personnes, ça s'est super bien passé et depuis, bah, je fais de l'éloquence, je fais des concours. J'ai appris bien comme il faut à faire tout ce qui est slam, l'art scénique, ce genre de choses et j'ai pu rencontrer même des personnes formidables qui sont toujours, voilà, dans mon entourage qu'on ne se quitte vraiment presque plus et là, depuis 2018, bah, je suis toujours, dans le domaine de l'éloquence où parfois je fais des concours, parfois je fais des autres concours, parfois je participe à des masterclass ou à des ateliers, que ça soit sur l'art scénique, sur, le poème, sur le slam, sur même la rhétorique et c'est vraiment génial. OK. OK. Et Et du coup, dans quel but? Est-ce que c'était juste pour dépasser ta timidité ou il y a un but aussi final par rapport à ça, par rapport, peut-être faire un lien aussi entre l'écriture et l'éloquence ou comment tu vois la chose? Est-ce qu'il y a peut-être, vu que tu es quand même assez créatif, est-ce qu'il y a quelque chose, j'essaie de tirer des verres du Heu, nez, hein, bien sûr. d'obtenir un petit truc, une pépite là. Alors je dirais qu'au début, c'était plus par rapport à battre ma timidité, Mhm. mais au fur et à mesure, je me suis dit que la langue française, elle est vraiment très riche et que si, en tant qu'homme, on la manie bien, on peut être persuasif dans n'importe quel domaine et sachant que je suis quelqu'un, voilà, qui pour moi, je suis un intellectuel, je me suis dit que ça peut vraiment être une arme, à mon actif de maîtriser l'éloquence, de maîtriser la rhétorique, non seulement
dans le domaine de la vie professionnelle, mais surtout, ça peut être aussi une arme dans la vie personnelle. Non seulement pour moi, mais surtout aussi pour accompagner des gens, dans le sens que l'éloquence n'a pas fait aussi que améliorer ma prise de parole ou aussi ma timidité. Ça m'a vraiment amené à ne pas baisser les bras par rapport à mes rêves, à être aussi plus un exemple pour ma génération d'aujourd'hui et les générations à venir, puisque les générations qui arrivent après nous, il n'y en a pas trop qui connaissent l'éloquence. Soit il y a certaines personnes qui, les jeunes, ça, ils savent un peu ce que c'est, mais il y en a d'autres qui ne savent pas. Et j'ai pu être une sorte de porte-parole aujourd'hui, puisque là, récemment, il y avait eu il y a eu un anniversaire par rapport à ça, par rapport à l'éloquence, dans l'association où je suis. Ils ont dit, ouais, maintenant, on va inviter les 100 personnes qui ont marqué l'association. Et on a carrément fait appel à moi, alors que depuis l'association, elle est créée, il y a eu vraiment des milliers de personnes. Ils ont retenu que 100 personnes et j'étais dedans. Waouh. Et j'ai pu Waouh. rencontrer vraiment de très grandes stars, quand je dis grandes stars, des personnes, voilà, qui maîtrisent la prise des paroles comme des Kerry James et autres. Et me dire que j'étais choisi parmi des C'est milliers 100%, ouais. et je suis pas parmi 100 personnes, je me suis dit, mais j'ai rien fait de spécial, j'ai même pas gagné un concours. Je suis arrivé, je pense, maximum peut-être jusqu'au deuxième voire troisième tour max. Ouais, Mais les personnes ce qu'ils ont retenu de moi, c'est non seulement ma plume, mais comment je suis, la personne authentique qu'ils ont rencontrée du début de la formation à jusqu'à maintenant. ouais. Ça rejoint ce que tu avais dit. En début, tu avais dit authentique. Tu as dit authentique. C'est ça. Et si tu sais, ça me permet de te parler d'un truc aussi. J'écoutais un de mes épisodes de podcast préférés. Je crois que j'en ai déjà parlé tellement de fois sur ce podcast, je suis sûr. Et c'est un épisode de podcast de Chloé Bloom. J'ai Ok, oublié oui, je connais pas. ouais. Et j'oublie le titre de son podcast, le nom de son podcast, mais en tout cas, elle a cet épisode-là que j'aime beaucoup. Elle dit c'est comment devenir attractif. Ok, Et elle dit qu'en fait, pour devenir attractif, il suffit d'être authentique, en fait. tout à fait. Il suffit d'être authentique, il faut d'être sincère, tu vois, en fait, on a des capacités en nous qu'on n'a pas besoin de surjouer. Il faut juste nous laisser le flow aller, savoir ce que c'est, mais ne pas le surjouer et ne pas le sous-jouer, de sous-jouer aussi, je pourrais dire ça comme ça. Mais il faut Bien juste sûr. laisser aller et être soi. Waouh. OK. Et du coup, là, je vais te poser des questions Bien sûr. pour conclure cette belle conversation qu'on est en train d'avoir. C'est déjà, s'il y a les deux personnes qui ont le plus marqué ton parcours, mais pour être précis dans ma question, c'est des personnes là que tu as côtoyées de leur vivant ou pas, mais je dirais peut-être plus les artistes qui ont le plus marqué ton Mmh. parcours. Mmh, je vais un peu tricher, mais alors je dirais ma mère. Ah Pour ouais? moi, c'est une artiste dans le sens que c'est elle qui m'a façonné. OK, OK. Et la seconde personne, je dirais, qui a fait que je sois l'auteur que je suis aujourd'hui, je pense que c'est J.K. Rowling. OK. Oh wow, Ouais. OK. Nice. OK. Top, top. OK. Et du coup, les deux personnes qui ont le plus marqué ton parcours Mmh. et que tu as côtoyé, que tu as rencontré et qu'il faudrait absolument que j'invite sur ce podcast. Mmh. Waouh! Que j'ai côtoyé. Ouais. Que tu as côtoyé ou que tu as rencontré, hein. Tu vois, des gens, personnes que tu Ouais. rencontres, que tu... Je dirais un de mes grands frères qui est aujourd'hui un célèbre coach sportif, Ah ouais. Tu sais qui que a je pensais à lui. travaillé avec Nike. Hier, quand on parlait de lui, tu sais que Ah ouais? je me suis dit, ah, ouais, il y a... OK. Ouais, je pense que c'est mon grand frère qui est C'est un célèbre Jeffrey, c'est coach ça? sportif aujourd'hui. Ouais, Geoffrey, c'est Ah, ça. Jeffrey, ouais. C'est ça, ouais. C'est vraiment un célèbre coach sportif aujourd'hui, qui a beaucoup d'athlètes, que ça soit dans le monde du foot, du basket ou même de la boxe ou même du football américain, qui a vraiment de plus en plus de contact. Donc je dirais lui. Et une seconde personne, ouh, là de tête, j'ai pas de seconde personne. OK. Là pour l'instant, c'est plus, Geoffrey. OK. Ouais, mon Ouais, frère. ça marche, ça marche. OK. Et du coup, l'œuvre artistique ou les œuvres, je mets vraiment l'art
on pourrait dire les 8 ou voire les 9 arcs qui ont l'œuvre artistique qui a le plus marqué ton parcours de vie, voire les œuvres Le film La vie est belle. de Benigni. Exactement. Ok, C'est ça. ok. Ouais. Je pense que c'est un de mes films préférés. Palme d'or du Festival de Cannes 98, je crois. Oui, je pense quelque chose comme ça, si je me rappelle bien. Purée, j'ai un film que j'aime beaucoup aussi, donc c'est vrai. Roberto Benigni. C'est vrai. La vie est belle, À la recherche du bonheur. Ok, ouais. Avec Will Smith. Et un troisième, je dirais, les Harry Potter, qui ont vraiment, je pense, les Harry Potter, dans le sens que la première fois où j'ai lu Harry Potter, je me suis dit, je veux devenir un auteur comme cette personne. Vraiment mettre des étoiles plein les yeux à des millions de personnes et marquer ma génération et les générations futures. Purée. Avec ta réponse, je me viens de me souvenir que c'est vrai que tu es un grand cinéphile, en fait. Et on s'était, c'est vrai qu'on devait faire on devait aller voir des films ensemble, on n'a jamais pu le faire, mais bon, je promis, la prochaine fois, je monte à Paris, on se fera ça, et de toute façon, on va se voir, faut qu'on continue ça, là. Ok. Du coup, la dernière question, c'est, comment on pourrait prendre contact avec toi? Les gens, après avoir écouté ce podcast, et peut-être même, c'est sûrement même après avoir lu ton livre, comment prendre contact avec toi et sur quelle plateforme, par quel biais, adresse mail ou whatever? Je suis disponible sur mon adresse mail, je suis sur Twitter, Instagram, TikTok. Franchement, je suis essayé d'être disponible et ouvert d'esprit. Je suis vraiment sur toutes les plateformes, même sur LinkedIn, dans le sens que si on m'envoie un message, je répondrai avec grand plaisir. Okay. Aujourd'hui, je veux vraiment être une source de lumière pour ma génération et les générations à venir. Je prends tous les conseils qu'on peut me donner pour être non seulement une meilleure personne et être un meilleur auteur. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, c'est vraiment une bonne chose que j'ai pu faire ce podcast avec toi, puisque dis-toi que je pense que tu es la première personne qui m'invite à faire un podcast. Donc déjà, merci beaucoup. Ça me touche vraiment énormément beaucoup, surtout pour une personne, que je connais, que j'apprécie vraiment énormément, surtout qu'on s'était perdu de vue. C'est vraiment une personne vraiment en or que j'apprécie énormément, que je porte vraiment dans mon cœur depuis la première fois que je t'ai vu. Donc vraiment, c'est vraiment un gros big merci. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Te voilà arrivé au bout de cet épisode. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter intégralement. Si celui-ci t'a plu, n'hésite pas à en parler autour de toi et prends le temps de donner un bon avis sur ta plateforme d'écoute habituelle, surtout Apple Podcast. Pense également à t'abonner pour ne rater aucun nouvel épisode. Tu peux retrouver Ami Parcours sur Instagram, Facebook ou par email. Prends le temps de m'écrire et je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. Et surtout, à très vite pour découvrir le prochain parcours.